Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle on nous force à croire au primitivisme technologique du 19e siècle, alors que les réserves des musées regorgent d'artefacts impossibles à reproduire, même sur des machines-outils modernes à commande numérique? On nous a menti toute notre vie sur le développement progressif du progrès, en traçant une ligne droite du âge de pierre au smartphone, mais cette ligne est une fiction. L'histoire n'est pas linéaire, elle est cyclique. Et nous vivons sur les ruines d'une civilisation qui nous surpassait en tout, y compris en biomécanique. Aujourd'hui, je veux que vous ouvriez les yeux et regardiez l'un des sujets les plus gênants pour la science officielle, le sujet devant lequel les historiens détournent le regard et commencent à nerveusement feuilleter des papiers avec des datations falsifiées. Il sera question de l'ère soi-disant des prothèses qui est survenue soudainement, comme d'un claquement de doigts, dans les années 1860. La version officielle sonne fluide et même héroïque. On nous dit que la guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique et la guerre de Crimée en Europe ont mutilé des centaines de milliers d'hommes. La demande crée l'offre, et voilà que de talentueux mécaniciens autodidactes, prétendument dans des hangars à genoux, commencent à inventer des mains et des jambes artificielles. Ça sonne logique, si vous avez l'habitude de croire les manuels scolaires et de ne pas poser de questions superflues. Mais il suffit d'une seconde pour activer la pensée critique et confronter les faits, et cette belle image s'effondre en poussière. Regardons simplement le niveau de la médecine de cette époque. C'est l'époque où les médecins ne se lavaient même pas les mains avant les opérations. Le concept d'antisepsie commence tout juste à percer le mur de l'ignorance académique. La chirurgie des années 1860 est une boucherie, où l'amputation est pratiquée avec une scie sale en 3 minutes, et le patient meurt le plus souvent de gangrène ou de choc douloureux, parce qu'une anesthésie normale n'existe pas encore. Et dans ce monde où la médecine est au niveau de la barbarie médiévale, apparaissent soudainement des membres mécaniques au niveau cyberpunk. Avez-vous vu ces prothèses ? Je ne parle pas des jambages en bois du capitaine Silver, ni des béquilles primitives. Je parle de constructions ingénieriques complexes en laiton, acier, cuir et gutta-percha, qui possèdent des articulations à charnières imitant les articulations humaines avec une précision effrayante. Regardez les brevets de 1863 ou 1866. Ce ne sont pas simplement des bâtons pour marcher. Ce sont des structures exosquelettiques complexes, avec des mécanismes à ressort, des tractions par câble et de l'hydraulique. Oui, vous n'avez pas mal entendu. Tandis que la science officielle affirme que le summum des technologies étaient les chaudières à vapeur, on nous montre des mains artificielles avec des doigts mobiles, capables de tenir un stylo ou un verre, contrôlés par le mouvement de l'épaule ou du coude. D'où viennent les connaissances en biomécanique chez d'anciens forgerons et charpentiers, que nous n'avons redécouvertes qu'à la fin du XXe siècle? Réfléchissez à cette dissonance. D'un côté, un médecin en redingote taché de sang qui ne sait pas ce que sont les bactéries. De l'autre côté, un ingénieur créant un module de genou polycentrique qui permet à l'amputé non seulement de boiter, mais de marcher presque sans boiter. Ce sont des technologies de différentes époques, de différents mondes. Il est impossible de créer une Mercedes dans un monde où l'on n'a pas encore inventé la roue. Il est impossible de créer une prothèse mécanique hautement précise dans un monde sans micro-outils, sans standardisation et sans compréhension de la mécanique anatomique. Sauf si ces connaissances n'ont pas été obtenues de l'extérieur. Ou, ce qui est encore plus effrayant, si ces prothèses n'ont pas été inventées, mais adaptées. Prises des entrepôts de cette même civilisation précédente, emportées par une vague d'oubli, et présentées comme des inventions géniales de l'ère de la vapeur. Appliquons-nous aux chiffres, car les mathématiques sont le seul langage sur lequel il est impossible de mentir. La statistique officielle affirme que rien qu'aux États-Unis d'Amérique, après la guerre de sécession, plus de 150 brevets pour l'amélioration de membres artificiels ont été délivrés en seulement 10 ans.
croissance explosive, saut technologique sans précédent. Les historiens l'expliquent par un soutien étatique et des subventions. Mais l'argent peut-il remplacer la base technologique? Si je vous donne 1 million de pièces d'or à l'âge de pierre, vous ne construirez pas un collisionneur à hadrons. Pour créer une prothèse de main capable de serrer les doigts, il faut des tours de précision, des alliages qui ne rouillent pas au contact de la sueur, des connaissances sur les leviers qui n'étaient pas enseignés dans les universités de l'époque. Regardez les plans de la soi-disant « main de Beaufort » ou des prothèses de James Hanger. Ce sont des chefs-d'œuvre steampunk. À l'intérieur, un système des plus complexes d'engrenages et de transmission. Qui les a usinés? Sur quelles machines? Où sont les usines qui produisaient ces détails microscopiques à l'échelle industrielle? On nous montre des photographies en noir et blanc d'ateliers où des hommes barbus avec des marteaux assemblent prétendument ces merveilles techniques. Mais tout ingénieur vous dira qu'avec un marteau et une lime, il est impossible d'obtenir un tel ajustement des pièces. Ici, il faut des tolérances au centième de millimètre. C'est le niveau des manufactures horlogères suisses, mais multiplié par la robustesse nécessaire pour supporter le poids du corps humain. Ce décalage entre le niveau de traitement des matériaux et le niveau de développement industriel prétendu est tout simplement criant. Et ici, nous approchons de la question la plus effrayante. Pour qui ces technologies étaient-elles réellement destinées? Vraiment seulement pour les victimes de la guerre? Ou la guerre n'était-elle qu'un écran de fumée, un prétexte commode pour légaliser l'apparition dans les rues de milliers de personnes avec des parties du corps mécaniques? Peut-être que ces prothèses ne sont pas une tentative d'aider les invalides, mais les restes de technologies de cyborgisation qui étaient une banalité avant la catastrophe du milieu du 19e siècle. Imaginez un monde où la perte d'un membre n'était pas une tragédie, parce qu'on pouvait la remplacer par un mécanisme surpassant la chair. Et voilà que, après un certain événement global que nous appelons les guerres du 19e siècle, ces technologies refont soudainement surface. Mais il n'y a plus personne pour les utiliser, sauf les malheureux soldats broyés par la moulinette du redécoupage du monde. Nous regardons les anciennes photographies et voyons des gens étranges. Leurs regards sont vides et leurs poses contre nature. Mais le plus important, nous voyons un énorme nombre de personnes avec des prothèses. La statistique des amputations de cette époque bat tous les records. Dans certains rapports, on parle de dizaines de milliers d'opérations par mois. C'est une chaîne de montage. C'est une usine de production de personnes diminuées, qu'on essaie immédiatement, sans s'éloigner de la table d'opération, de réparer à l'aide de technologies manifestement en avance sur leur temps. On a l'impression que quelqu'un menait délibérément une expérimentation monstrueuse d'intégration de la mécanique dans le corps biologique, en utilisant la guerre comme couverture pour un test massif. Laissons de côté les émotions et passons à une analyse technique sèche qui détruit l'image officielle du monde comme un château de cartes. Prenons par exemple le fameux brevet de James Hanger. L'histoire raconte que ce jeune homme, ayant perdu sa jambe dans le premier combat de la guerre de sécession, allongé à l'hôpital, par ennui, s'est fabriqué une prothèse à partir de cerclage de tonnelier. Ça sonne comme une belle légende pour un film patriotique, mais tout ingénieur mécanicien vous dira que c'est du délire de fou. La prothèse de Hanger, qui est plus tard devenue la base d'une gigantesque industrie, avait un mécanisme à double charnière au genou et un pied articulé. Comprenez-vous ce qu'est une double charnière? C'est un système qui change le centre de rotation en fonction de l'angle de flexion, imitant la biomécanique complexe d'un véritable os. Calculer une telle trajectoire sans connaissance des mathématiques supérieures et de la cinématique est impossible. Fabriquer de telles pièces à la main avec une lime afin qu'elles ne coincent pas et ne présentent pas de jeu, impossible. D'autant plus, allongé sur un lit d'hôpital,
saignant abondamment et suppurant. On essaie de nous vendre le conte de fées du génie autodidacte pour cacher le fait que Anger, très probablement, a simplement trouvé ou eu accès à un produit fini, dont il ne comprenait même pas complètement le principe de fonctionnement, mais qu'il a pu breveter. Allons plus loin. Les matériaux. De quoi étaient faits ces dispositifs miracles? Officiellement, bois, acier, cuir. Mais lorsque nous examinons les expositions muséales, nous voyons des alliages étranges qui n'ont pas subi de corrosion en un siècle et demi. Nous voyons l'utilisation de caoutchouc vulcanisé et de gutta-percha dans des nœuds qui nécessitent un moulage sous pression. La technologie de vulcanisation a été brevetée par Goodyear peu de temps avant. Mais l'application industrielle de telles formes complexes nécessitait des moules de haute précision. Où sont ces moules? Où sont les usines qui les produisaient? L'histoire se tait. On nous montre des ateliers artisanaux, mais le produit de ces ateliers ressemble à un moulage d'usine du XXIe siècle. C'est un décalage criant entre la base de production et le produit final. C'est comme trouver une micropuce dans les fouilles de la Rome antique et dire qu'un forgeron local l'a forgée. De plus, le poids des produits. Les prothèses de cette époque sont étonnamment légères. Pour atteindre une telle robustesse avec un faible poids, il faut des aciers alliés ou de l'aluminium. Mais l'aluminium à l'époque coûtait plus cher que l'or. On l'obtenait par voie chimique en quantité minuscule. La méthode électrolytique de production d'aluminium ne sera découverte qu'à la fin des années 80 du XIXe siècle. Alors, de quoi sont faits ces cadres légers que nous voyons sur les anciens daguerréotypes? Ne serait-ce pas ces matériaux dont le secret a été perdu avec la civilisation antédiluvienne? Remarquez le système des plus complexes de tirants et de leviers dans les prothèses de bras. La soi-disant main de Beaufort permettait de plier les doigts individuellement. Cela nécessite une micromécanique au niveau des mécanismes horlogers, mais capable de supporter d'énormes charges. Où sont les plans des machines capables de découper de tels engrenages fines et robustes? Ils n'existent pas. En revanche, il y a des centaines de brevets qui apparaissent en avalanche. Dans les années 1860, le bureau des brevets est littéralement submergé de demandes pour des membres mécaniques. Comme si quelqu'un avait ouvert un entrepôt de documentation et commençait frénétiquement à enregistrer des droits sur ce qui ne lui appartenait pas. Cela ne ressemble pas à un processus évolutif naturel d'invention, où une idée sointe lentement d'une autre. Cela ressemble à un pillage d'un héritage technologique. Imaginez que vous tombez sur l'entrepôt d'une civilisation hautement avancée oubliée. Vous ne savez pas comment ça fonctionne, mais vous voyez des solutions prêtes à l'emploi. Vous les prenez, les adaptez légèrement aux capacités primitives de votre époque, en remplaçant les pièces composites cassées par du bois et du cuir, et les présentez comme votre invention. C'est pourquoi tant de prothèses de cette époque ressemblent à un étrange hybride de design futuriste et de matériaux primitifs. C'est cela, le culte du cargo du XIXe siècle. Un autre fait choquant, l'ergonomie. La création de la douille d'accueil d'une prothèse, c'est un art qu'on apprend pendant des années. Elle doit épouser parfaitement le moignon, sinon la personne ne pourra faire un pas sans douleur. Au milieu du XIXe siècle, il n'y avait ni scanner 3D, ni polymère à mémoire de forme. Mais d'après les archives, les soldats enfilaient ces prothèses et repartaient immédiatement au combat ou au travail. Cela indique qu'il existait une technologie de réglage rapide ou d'uniformisation dont on ne nous parle pas. Ou bien, et c'est une hypothèse terrifiante, les amputations n'étaient pas effectuées de manière chaotique, mais selon des standards stricts, adaptant les êtres humains vivants aux tailles type des mécanismes disponibles. Cela sonne monstrueusement, mais regardez les atlas chirurgicaux de l'époque. Les schémas d'amputation
ressemblent à des plans d'ingénierie pour préparer une pièce brute. Comme si les chirurgiens savaient exactement ce qu'il faudrait fixer sur cette extrémité par la suite. La médecine et la mécanique avançaient main dans la main avec une synchronisation effrayante, impossible pour des disciplines disjointes de cette époque. Et maintenant, posez-vous la question. Pourquoi cet essor technologique s'est-il arrêté si brusquement? Au début du XXe siècle, le progrès en prothétisme s'est comme figé. Les prothèses de la Première Guerre mondiale paraissent souvent plus primitives que les produits de l'époque de la guerre de sécession aux États-Unis. Où sont passés les maîtres? Où sont disparues les technologies? Pourquoi sommes-nous revenus au jambage en bois et au crochet et n'avons-nous commencé à nous approcher du niveau fonctionnel de ces mêmes cyborgs victoriens qu'à la fin du XXe siècle? La réponse est simple et terrifiante. Les réserves de technologie trouvées se sont épuisées. Les entrepôts ont été vidés, les mécanismes complexes se sont cassés, et il n'y avait personne pour les réparer, parce que leur créateur avait disparu bien avant. Nous avons utilisé l'héritage d'autrui jusqu'à ce qu'il se désintègre en poussière, et nous avons dû recommencer de zéro. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. S'il pouvait remplacer les mains et les jambes, qu'est-ce d'autre pouvait-il changer? Et qui peuplait réellement les villes après la catastrophe du milieu du XIXe siècle? Maintenant, nous plongeons au cœur des contradictions techniques les plus effroyables, qui font dresser les cheveux sur la tête. Prenons un exemple concret, considéré comme le standard d'or du prothétisme de cette époque, la soi-disant jambe de Palmer. Benjamin Palmer a breveté son invention dès les années 40 du XIXe siècle, mais sa diffusion massive, je dirais même industrielle, s'est faite précisément dans les années 60, pendant la guerre de sécession. Sur le papier, tout semble fluide. Un inventeur talentueux a conçu un système de ressorts et de tendons. Mais regardons à l'intérieur de cette construction. À l'intérieur de la jambe de Palmer se trouvait une imitation des plus complexes des muscles humains. Le rôle des fléchisseurs et extenseurs était joué par des faisceaux de catgut, boyaux d'animaux spécialement traités. Un matériau primitif en apparence? Que nenni. Ces faisceaux étaient fixés de manière à assurer une tension non linéaire. Autrement dit, plus la jambe se pliait, plus la muscle résistait, reproduisant exactement la biomécanique d'un tissu vivant. Comprenez-vous qu'il faut des années de recherche en laboratoire pour calculer un tel système d'équations différentielles décrivant l'élasticité des matériaux biologiques? Au XIXe siècle, il n'existait pas d'instrument capable de mesurer la tension dynamique dans un muscle en mouvement avec une telle précision. D'où Palmer tenait-il ses coefficients? D'où savait-il comment l'organique se comporterait en combinaison avec le métal et le bois après un an d'utilisation? La version officielle se tait, mais il y a un détail encore plus effrayant: la durabilité. Le catgut, c'est de l'organique. Dans des conditions d'humidité, de sueur, de variation de température, il devrait pourrir et perdre son élasticité en quelques semaines. Cependant, les exemplaires conservés, qui ont passé un siècle et demi dans les musées, montrent une conservation étonnante des éléments internes. Cela suggère que soit le matériau a subi un traitement chimique dont le secret est perdu, ou délibérément caché, soit ce n'est pas du catgut ordinaire, mais un composite polymère de cette même civilisation passée, qui ressemble extérieurement à de l'organique, mais possède les propriétés d'un plastique éternel. Allons plus loin. Regardez les analogues européens de la même période. Nous voyons des prothèses de bras dans lesquelles est réalisée la fonction de rotation du poignet. Réfléchissez une seconde. La rotation du poignet à 360 degrés, ou au moins à 180, c'est une tâche d'ingénierie des plus complexes, nécessitant des roulements à billes. Officiellement, le roulement à billes de type moderne n'a été breveté qu'à la toute fin du XIXe siècle et a commencé à être largement utilisé dans les vélocipèdes. Mais nous trouvons des nœuds de rotation dans les prothèses des années 60,
qui fonctionne avec fluidité, sans jeu ni blocage. Qui les fabriquait? Si vous essayez de tourner une bille idéale en acier trempé à la main, il vous faudra des semaines pour une seule bille, et elle ne sera toujours pas parfaite. Et ici, nous voyons une production en série, des milliers de nœuds. Cela ne signifie qu'une chose. Quelque part fonctionnaient des lignes automatiques. Quelque part se dressaient des ateliers avec un équipement capable de produire des pièces standardisées en millions d'exemplaires. Et cet équipement a été détruit ou caché immédiatement après que la commande de Cyborg a été exécutée. Un autre fait impossible, c'est la survie des patients. Soyons réalistes. L'amputation de la cuisse au milieu du 19e siècle, c'est une sentence de mort dans 90% des cas. Choc, perte de sang, septicémie. Même si le soldat survivait, le moignon représentait un magma cicatriciel, extrêmement sensible à la pression. Enfiler sur une telle jambe un corset rigide en bois ou en métal et y transférer le poids du corps, c'est une torture infernale. La médecine moderne utilise des manchons en silicone, des rembourrages en gel, un ancrage sous vide pour répartir la charge. Au 19e siècle, comme on nous le dit, on enroulait simplement le moignon dans une chaussette en laine et on insérait dans un logement d'accueil rigide. Tout orthopédiste vous dira qu'après 1 heure de marche, la peau sera écorchée jusqu'au sang. Après un jour, apparaîtront des ulcères non cicatrisants. Et après 1 semaine, commencera la nécrose. Mais les chroniques historiques regorgent de mentions de vétérans qui non seulement marchaient, mais travaillaient au champ, dansaient au bal et menaient une vie active immédiatement après avoir reçu leur prothèse. C'est biologiquement impossible, sans des technologies de suppression de la douleur ou des technologies de compatibilité interfaciale idéales dont nous n'avons aucune idée. Ici s'impose une analogie avec les automates du XVIIIe siècle. Vous souvenez-vous des célèbres poupées mécaniques de Jacques Hédro, l'écrivain, le dessinateur, la musicienne? Ces robots, soi-disant créés dans les années 1770, possèdent une cinématique de mouvement si avancée qu'il est difficile de la reproduire, même aujourd'hui. Elles respirent, leurs yeux bougent, leurs doigts appuient sur les touches avec des forces différentes. L'histoire officielle les appelle des « jouets de génie ». Mais, et si ces poupées n'étaient pas des jouets, mais des échantillons préservés de corps biomécaniques de cette même époque, où les prothèses étaient la norme? Et si les prothèses des années 60 du 19e siècle étaient une tentative de recycler les débris de mécanismes similaires, mais plus grands et plus fonctionnels? Imaginez un cimetière d'androïdes, déterrés par des affairistes entreprenants du 19e siècle. Ils arrachent les bras et les jambes des machines cassées, adaptent légèrement les fixations et les vendent à des êtres humains vivants. Cela explique pourquoi les mécanismes à l'intérieur des prothèses paraissent souvent plus complexes et plus parfaits que leur enveloppe extérieure. À l'intérieur, des engrenages d'alliage inconnus. À l'extérieur, une peau grossière et des rivets faits par un cordonnier local. Et enfin, l'échelle. Après la guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique, le gouvernement a lancé un programme d'équipement des vétérans en prothèses. Il s'agit de dizaines de milliers d'articles. Imaginez la logistique. Prendre les mesures, envoyer à l'usine, fabriquer, renvoyer, ajuster. Sans téléphone, sans Internet, sans courrier rapide, avec les chemins de fer du Sud détruits. Cela aurait dû prendre des décennies. Mais d'après les documents, le processus s'est déroulé à vive allure, comme si les entrepôts étaient déjà remplis de produits finis de tailles variées. Comme si quelqu'un savait d'avance combien de bras et de jambes il faudrait amputer, et avait préparé des
pièce de rechange, on avance. C'est cela qui effraie le plus. La guerre ressemble non pas à un conflit politique, mais à une gigantesque opération de moisson, d'adaptation de la population au parc existant de pièces détachées. N'oublions pas non plus les soi-disant prothèses cosmétiques de cette époque. Dans les musées sont conservées des mains couvertes d'un matériau imitant la peau humaine avec une détaillisation effrayante. Veines, rides, ongles. Ce matériau a noirci et craquelé avec le temps. Mais l'analyse chimique révèle la présence de polymères complexes. Au XIXe siècle, la chimie des polymères en était au balbutiement. D'où venait la technologie de création d'une peau artificielle qui, au toucher, ressemblait à la vraie. C'est le niveau des effets spéciaux hollywoodiens de la fin du XXe siècle. On nous dit « c'est du papier mâché et de la cire ». Mais la cire fond au soleil et le papier mâché ramollit sous la pluie. Ces objets-là ont survécu 1 siècle et demi. C'est une preuve supplémentaire que nous avons affaire à des technologies du monde antédiluvien, utilisées de manière parasitaire. Nous sommes une civilisation de ramasseurs d'ordures, qui avons enfilé les restes des vêtements des dieux, et nous sommes crus de grands inventeurs. Et maintenant, posez-vous la question. Si le prothétisme était à un tel niveau, pourquoi n'est-il pas allé plus loin? Pourquoi n'avons-nous pas vu d'exosquelettes en l'an 1900? Pourquoi n'ont pas apparu des organes mécaniques, cœur, poumons? Probablement, elles existaient. Simplement, ces technologies ont été confisquées encore plus strictement. On a laissé les prothèses des membres, parce qu'elles étaient trop visibles et nécessaires à la main-d'œuvre, tandis que les technologies de prolongation de vie et d'amélioration des organes internes sont passées dans la clandestinité, devenant le privilège de cette élite qui a orchestré ce grand spectacle mondial. Maintenant que nous avons réalisé l'impossibilité technique de l'existence de telles prothèses dans les conditions du primitivisme officiel, élevons-nous d'un niveau et regardons ceux qui portaient ces mécanismes. Regardez les visages des gens sur les photographies de la seconde moitié du XIXe siècle. N'est-ce pas effrayant? Ce n'est pas simplement l'effet d'une longue exposition ou d'une mauvaise émulsion. C'est l'effet de la vallée inquiétante. Nous voyons des milliers, des millions d'hommes pratiquement identiques, vêtus de la même manière, avec les mêmes coupes de cheveux et des yeux vides, comme effacés. La démographie officielle affirme que le XIXe siècle est une période d'explosion démographique sans précédent. On essaie de nous convaincre que, malgré une anticisanitation monstrueuse, l'absence d'antibiotiques, les épidémies constantes de choléra et de typhus, ainsi que les guerres sanglantes incessantes, la population des villes croissait en progression géométrique. Les mathématiques ici ne boitent pas simplement, elles crient à la falsification. Activons la logique. La guerre détruit la population masculine reproductive. Les maladies fauchent les enfants. Dans de telles conditions, la population devrait diminuer ou stagner. Mais on nous montre des graphiques qui montent verticalement précisément à partir des années 1860. D'où venaient ces millions d'adultes en âge de travailler? Les historiens marmonnent des mantras sur l'urbanisation et l'immigration. Mais le déplacement de la campagne vers la ville ne crée pas de nouveaux humains. Il ne fait que les déplacer. Et la migration? D'où sont arrivées ces hordes, si en Europe aussi il y avait des guerres? Se forme l'impression que ces foules d'humains sont simplement apparues, prêtes à l'emploi. Elles sont surgies de nulle part, remplissant les villes fantômes vides après la catastrophe, prêtes à travailler dans les usines, prêtes à vivre dans les caves, et le plus important, prêtes à obéir sans se plaindre. Et c'est ici que la théorie de l'ère des prothèses prend une teinte tout à fait sinistre. Et si ces membres mécaniques n'étaient pas destinés aux héros de la guerre, mais aux spécimens défectueux de cette nouvelle population artificiellement créée?
Imaginez un scénario de redémarrage global. La civilisation hautement avancée précédente a été détruite par une catastrophe. Celle-là même qui a enseveli les premiers étages des bâtiments dans le monde entier sous de l'argile et de la boue. La terre est vide. Mais aux maîtres, ceux qui ont survécu dans les bunkers ou qui sont venus de l'extérieur, il fallait de la main-d'œuvre pour déterrer les ruines, relancer les usines survivantes et restaurer l'infrastructure. Restaurer la population par voie naturelle prendrait trop de temps. Il fallait une solution rapide. Incubateur, clonage, bioprinting. Appelez cela comme vous voulez, l'essentiel est le même. Production de masse de corps biologiques. Mais toute chaîne de montage produit des ratés. La croissance accélérée ou l'intervention génétique entraîne des défauts. Os faibles, membres sous-développés, panne génétique. Voilà d'où vient cette vague d'amputations et de prothèses. On ne soignait pas les gens, on les complétait. Les corps qui ne supportaient pas les charges étaient réparés à l'aide de technologies laissées par les dieux du passé. La prothèse au XIXe siècle n'était pas un acte d'humanisme, c'était l'entretien technique d'un outil biologique. C'est pourquoi nous voyons une telle standardisation. C'est pourquoi les opérations chirurgicales ressemblent à un ajustement de serrurier. L'humain a cessé d'être une création divine. Il est devenu une unité, un consommable, à laquelle on pouvait visser un bras en laiton si le naturel se détachait ou ne poussait pas correctement. Cela explique aussi l'étrange amnésie de l'humanité. Pourquoi ne savons-nous rien de nos arrière-arrière-grands-parents? Pour la plupart des gens, l'arbre généalogique s'interrompt précisément au milieu ou à la fin du XIXe siècle. Au-delà, ténèbres. Aucune tradition familiale, aucun journal décrivant la vie avant la réinitialisation. Parce qu'il n'y avait personne pour se souvenir. Ces nouveaux humains qui ont peuplé Paris, Londres, Saint-Pétersbourg et New York n'avaient pas de passé. Ils n'avaient qu'une mémoire implantée ou une page blanche. Ils se sont réveillés dans un monde qu'ils n'avaient pas construit, ont enfilé des vêtements qu'ils n'avaient pas cousus et sont allés travailler sur des machines dont le principe de fonctionnement n'était compris que par une poignée de surveillants. Ils étaient des esclaves parfaits, ne se souvenant pas de la liberté, ignorant la vérité, prêts à accepter n'importe quel mensonge écrit dans les journaux du matin. Nous regardons les invalides de cette époque avec pitié, mais peut-être devrions-nous les regarder avec horreur. Ces gens aux bras et jambes mécaniques sont les premiers cyborgs, la preuve vivante que notre espèce a été modifiée. Nous sommes les descendants non pas de grands conquérants, mais de survivants d'une expérience génétique. Les guerres du XIXe siècle n'étaient pas des conflits entre États, mais un nettoyage de territoire et une élimination de ceux qui se souvenaient de l'ancien monde, ou un rebutage des lots défectueux de la nouvelle population. La boue, le sang et le fracas des canons masquaient le processus de remplacement de la civilisation. La vieille race, gigantesque, harmonieuse, est partie, laissant derrière elle des cathédrales majestueuses et des forteresses stellaires. À sa place sont venus nous, petits, faibles, à vie courte, ayant besoin de béquilles et de prothèses pour simplement exister dans ce monde de géants. Émotionnellement, c'est dur à accepter. Nous voulons croire au progrès, à l'évolution, mais les faits frappent de plein fouet. La croissance explosive des technologies de prothétisme, impossible à expliquer par le niveau de la science de cette époque, corrélée avec des anomalies démographiques et des bizarreries en architecture et en logistique. Ce sont les maillons d'une même chaîne, la chaîne qui nous a enchaînés à cette réalité déformée.
Nous vivons dans les décors d'un spectacle étranger et nos corps portent l'empreinte de cette substitution. Ces mêmes cicatrices d'amputation qui étaient chez un vétéran sur 3, ce sont les cicatrices de la naissance de notre nouveau monde. D'un monde bâti sur des os et du métal. Mais le plus important est caché dans ce à quoi tout cela a mené. Où sont passées les technologies? Pourquoi les maîtres ont-ils arrêté le programme de cyborgisation et nous ont permis de dégénérer jusqu'aux béquilles en bois au XXe siècle? Parce que la tâche était accomplie. Les ruines ont été déterrées, les villes peuplées, la nouvelle histoire écrite et enfoncée dans les têtes par les écoles. Les prothèses complexes n'étaient plus nécessaires. Elles étaient un rappel trop évident du passé technologique élevé. On les a confisquées, cachées dans les musées, qualifiées de curiosités, et on nous a laissé la médecine primitive et la foi que nous sommes le couronnement de la création. L'ère des prothèses des années 60 du 19e siècle était une tentative désespérée des marionnettistes qui avaient intercepté le contrôle de la planète de préserver la fonctionnalité de la ressource biologique, nous avec vous. Ils n'avaient pas besoin de gens heureux. Ils avaient besoin d'unités de travail capables de tenir une pelle et de se tenir devant un tour. Et quand la ressource humaine a commencé à manquer, quand les corps ont commencé à céder sous l'assaut d'une atmosphère modifiée et de nouveaux virus, ils ont ouvert leurs entrepôts et nous ont distribué des béquilles. Pas ces bâtons en bois qu'on dessine dans les manuels, mais des exosquelettes high-tech que nous avons naïvement pris pour le génie de la pensée humaine. Réfléchissez aux douleurs fantômes. La médecine dit que ce sont les terminaisons nerveuses qui envoient de faux signaux au cerveau. Mais et si ce n'était pas de la physiologie? Et si c'était une mémoire génétique? La mémoire de ce temps où nous étions différents, où nos corps étaient plus parfaits, plus solides, peut-être déjà partiellement mécanisés au niveau de l'ADN. Nous ressentons la douleur pour les opportunités perdues, pour cette grande civilisation dont nous sommes les héritiers, mais qu'on nous a volée, en nous refilant en échange un manuel scolaire d'histoire avec des images d'hommes barbus armés de haches en pierre. Nous sommes une civilisation d'amputés. On ne nous a pas coupé les bras et les jambes, on nous a coupé la mémoire, la fierté et la vraie connaissance de notre origine. Et les prothèses ne sont que le symbole de notre dépendance envers ceux qui nous distribuent les technologies au compte-gouttes, comme de la nourriture aux animaux domestiques.